Et hop, c'est parti. Donc aujourd'hui, mardi 19 mai, Dominique Frein et François Renaud vont nous présenter les savoir-faire langagiers ou les outils linguistiques, à moins que ce soit des repères culturels ou interculturels. J'avoue que je suis un peu perdue. Dominique, c'est à toi. D'accord, merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons, comme c'était un petit peu promis dans l'épisode 2, passer maintenant que nous avons vu où repérer les savoir-faire langagiers, les outils linguistiques, on va passer à l'agencement des programmes de formation. Donc, je vais commencer par revoir un petit peu la manière dont on va avoir les premiers réflexes de calibrage des contenus. Ce qu'il faut déjà se dire, c'est qu'il y a une très très grande variété de paramètres à prendre en compte lorsque l'on va mettre en place un programme de formation. Il y a bien sûr, mais ça c'est évident, le niveau de départ des apprenants. Il y a les objectifs de la demande de formation qui ont été fixés au départ, le contexte d'apprentissage, est-ce qu'on est dans une alliance, une université ou une école, les besoins qui ont été exprimés souvent par le commanditaire ou on va dire peut-être par la direction de l'université par exemple, et puis bon, la proximité des langues en présence, parce qu'il est vrai que notamment si on a affaire, s'il y a plusieurs langues, on va établir son programme sans doute différemment. Et puis peut-être que si on a une langue proche de la nôtre, on va peut-être aller un peu plus vite dans le programme. Il y a également des contraintes, effectivement. Ce qui va vraiment compter pour déterminer aussi le programme. Donc, on va fixer le volume horaire global. Il a, quand il s'agit par exemple d'université, il est déjà fixé au départ. On ne va pas pouvoir faire une heure de plus dans le programme. La durée des séances, c'est la même chose. Évidemment, si par exemple on a affaire à un cours extensif, et ça nous amène d'ailleurs au format et au rythme, si on a affaire à un cours extensif ou à un cours intensif, évidemment, la durée des séances ne va pas être la même. Pour le format et le rythme, je pense effectivement, par exemple, à plutôt extensif et intensif. Est-ce que, par exemple, je vais former des réceptionnistes sur 3 jours, par exemple, en prenant tous les réceptionnistes d'une ville, par exemple, en les rassemblant sur 3 jours, avec un programme intensif de, par exemple, 6 heures par jour, ou bien est-ce que je vais étaler ma formation sur plusieurs semaines? Alors, il y a surtout des modèles de structuration. Alors, comme on se le disait avec François en préparant notre webinaire, tout cela est très très souple et le mot d'ordre, c'est vraiment la souplesse. Alors peut-être la première structuration, c'est la structuration thématique. C'est-à-dire qu'on va découper le champ d'intervention professionnelle par thème juxtaposé. Tout à l'heure, je vous présenterai les contenus en tout cas le tableau des contenus de Parlons Mode, et vous verrez que après réflexion, c'est sur quoi on a opté, et je vous expliquerai pourquoi. C'est souvent un découpage plutôt disciplinaire. Si par exemple je prends et plutôt adapté au français de spécialité, si par exemple je prends l'exemple du français scientifique et technique, peut-être que vous aurez un modèle sur les nouvelles technologies et en séquence ou en séance, tout dépend, François vous expliquera tout à l'heure comment découper votre programme, et bien peut-être que vous aurez une séquence euh, sur les énergies renouvelables, une autre sur la fibre optique, une autre sur les ondes dans le cerveau, que sais-je, mais en tout cas, ce sont des thèmes juxtaposés. Ensuite, vous avez la structuration par compétences professionnelles.
Alors là, on va repérer les principales tâches effectuées en contexte professionnel et on va privilégier bien sûr l'approche actionnelle. C'est celle que nous retenons en général. Là aussi, on vous donnera des exemples précis de programmes de formation dans tout à l'heure. Et puis, la structuration selon la logique chronologique des tâches professionnelles. Donc là, c'est davantage adapté aux métiers à journée type. Si on prend par exemple l'exemple d'une journée type d'une infirmière, eh bien l'infirmière, elle va arriver le matin, elle va prendre en fait la relève de l'équipe de nuit. Donc elle va avoir à poser des questions, à prendre des notes, puis peut-être elle commencera sa visite auprès des patients si elle est dans un hôpital, etc., jusqu'à la fin de la journée. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Après, encore une fois, on le verra, on va souvent mixer toutes ces structurations dans un même programme. Ensuite, bien sûr, et pour finir, pour ma part, il y a une cohérence à respecter. On va parler de modules, de séquences et de séances. François va revenir longuement là-dessus dans quelques instants. Et puis, on va tâcher d'avoir une progression logique du plus simple au plus complexe, du régulier au plus irrégulier, on va dire, et de l'urgent au non urgent. Voilà, donc c'est à peu près autour de cela que vous allez commencer, en tout cas, à structurer vos programmes. Voilà, je vais laisser la parole à François Renaud qui va, lui, entrer de manière plus détaillée dans en tout cas, en partant du référentiel vers les différentes entrées d'un programme. Oui, merci beaucoup Dominique pour cette présentation sur la structuration d'ensemble d'un programme. On va maintenant entrer un peu plus avant dans la structuration plus interne du programme et sa présentation, telle que nous l'envisageons au Français des Affaires, sachant que comme tu l'as précisé en préambule ou quasi, la souplesse est de rigueur, hein, pour employer une expression un peu antithétique. Tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est des outils, des conseils, des aides, mais en rien des lois ou des règles à suivre aveuglément. Alors, lorsqu'on parle de structurer les contenus d'une formation, on s'appuie probablement sur cet outil qu'on a utilisé pour créer le programme dans l'ingénierie pédagogique de création du programme. On a probablement fait ce travail soi-même ou en s'appuyant sur le travail fait par d'autres d'un référentiel de compétences langagières, ce qu'on appelle le référentiel de compétences langagières et qui est en quelque sorte pour un métier donné, pour une situation professionnelle donnée, un relevé qui veut être le plus exhaustif possible de toutes les tâches de communication professionnelle qui sont impliquées dans ce métier ou dans cette situation professionnelle, de tous les savoir-faire langagiers qui sont associés à chacune de ces tâches de communication professionnelle. Et pour chacun de ces savoir-faire langagiers, nous utilisons le mot savoir-faire langagier, mais d'autres peuvent utiliser le mot acte de parole, par exemple. Ça revient à peu près au même. Les savoir-faire langagiers, ce sont donc des savoir-faire exprimés par un verbe d'action et qui expriment ce qu'une personne, ce qu'un locuteur est capable de faire dans une situation professionnelle, par exemple. Chacun de ces savoir-faire langagiers, nous allons, par l'observation in situ, par l'enquête de terrain, par les entretiens avec des professionnels en activité, nous allons essayer de déterminer si ce savoir-faire langagier est très fréquent ou très important dans une situation de communication professionnelle. Parce que s'il est fréquent et important, ça veut dire que ce savoir-faire langagier, nous devrons nécessairement l'enseigner dans le cadre de notre programme. En revanche, si c'est un savoir-faire qui est peu fréquent et surtout
peu important dans les situations professionnelles classiques, alors c'est un savoir-faire langagier qu'on n'enseignera que s'il nous reste du temps pour le faire, par exemple. Dans chacune de ces situations, pour chacun de ces savoir-faire langagiers, il peut y avoir ou pas des documents utilisés par le locuteur en situation. Ce peut être un courrier électronique, ce peut être une fiche technique, ce peut être un plan, ce peut être toutes sortes de choses. Et puis, ça peut ne rien être du tout. Typiquement, si on a affaire à une conversation téléphonique, il n'y a pas de support visible. Je parle des supports à la communication en situation. Je ne parle pas des supports qui seront utilisés dans la classe. Ce sont deux choses différentes. Là, je parle des supports qu'on va éventuellement analyser en tant que formateur et créateur d'un programme. Je parle des documents utilisés en situation qu'on va analyser pour identifier les traits saillants, les éléments linguistiques, les éléments discursifs qui sont nécessaires pour utiliser, comprendre, utiliser, produire ce document support en situation. Donc, on arrive justement à la partie outils langagiers, toujours associés à un savoir-faire spécifique. Les outils langagiers, ce sont tout ce qui relève du linguistique à proprement parler, au sens cadre européen commun de référence pour les langues, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la grammaire, de la syntaxe, du lexique, dans son étendue et dans sa précision. Mais également, à mon sens, il s'agit des outils pragmatiques, des outils discursifs, d'organisation du discours et de concaténation du discours, l'utilisation des mots liens et de la structuration d'ensemble d'un discours. On a dans les outils langagiers également tout ce qui est de l'ordre de la phonétique. On a enfin, dans une situation et pour un savoir-faire langagier donné, peut-être ou peut-être pas, ce que nous avons appelé les repères professionnels ou interculturels. Alors, il s'agit là je dirais, de connaissances, plus que de compétences, de connaissances qui sont propres à une situation professionnelle particulière. C'est par exemple la connaissance des différentes phases de la vente, par exemple. Vendre un produit, vendre un objet, vendre un service, ça respecte un certain nombre d'étapes classiques. Et connaître ces étapes, ça fait partie des repères professionnels, je dirais relativement basiques, qu'un apprenant va devoir maîtriser ou qu'on va chercher à lui enseigner. Il y a également tout ce qui est de l'ordre du culturel et de l'interculturel. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure au moment des questions-réponses, mais lorsqu'on parle de repères culturels ou interculturels en lien à une tâche de communication professionnelle, il s'agit bien de traits qui peuvent être étrangers à la culture et la manière de communiquer de notre apprenant, mais qui sont prégnants dans la culture et la manière de communiquer qui est ciblée. Alors, bien entendu, la précision de ces repères et de ces connaissances culturelles et interculturelles variera en fonction de la précision qu'on peut avoir au moment où on crée le programme, du contexte culturel auquel nos apprenants seront confrontés. Dans certains cas, ça peut être très très précis. On sait que le groupe de personnes que nous formons se prépare à aller travailler à Montréal, par exemple. Donc là, on peut focaliser les éléments professionnels et interculturels de notre programme sur ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas au Québec et précisément à Montréal. Maintenant, si je suis face à un groupe à l'université, par exemple, qui se destine à une activité professionnelle qui pourrait inclure des échanges en français, mais sans savoir si ça se sera en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord ou dans un autre endroit, là, on ne peut évidemment pas entrer très en détail
dans une culture particulière. On va plutôt fournir, en termes de repères professionnels et interculturels, des compétences, voire une appétence à l'altérité culturelle. Mais disons, on va développer peut-être des réflexes, un minimum de connaissances pour que nos apprenants soient conscients que leur manière de faire, de dire, de ressentir les choses n'est pas nécessairement la même partout dans le monde. Voilà. Je donne peut-être un exemple de ce que nous voulons dire là-dedans pour entrer dans la structuration par séquence juste après. Je donne ici un exemple de tâches professionnelles en français du tourisme où il s'agit par exemple de présenter la carte du restaurant à des clients qui sont installés à leur table. Donc, ayant observé ce qui se passe dans un restaurant où on parle français, où les clients sont francophones, je sais qu'il y aura plusieurs étapes qui correspondent chacune à des savoir-faire langagiers particuliers. Par exemple, il va s'agir de présenter un menu, peut-être de décrire un plat, peut-être de suggérer une boisson en accompagnant avec ce plat. Voilà. De par mon observation ou de par les entretiens que j'ai pu avoir avec des professionnels, je sais que présenter un menu, c'est absolument nécessaire. Ça se fera à chaque fois et c'est un élément clé de la prestation du serveur dans un restaurant. En revanche, suggérer une boisson en accompagnement, là, ça se fera plus ou moins fréquemment en fonction du type de restaurant, en fonction du type de clientèle, en fonction de la carte qu'on a également. Ça peut être une étape qui n'est pas du tout verbalisée dans une situation. On aura des documents support qui sont présentés ici en illustration. Par exemple, si on présente le menu, il y a nécessairement un menu du restaurant. Et puis, pour réaliser ce savoir-faire langagier, pour être capable de présenter un menu, je vais devoir manipuler un certain nombre d'outils tels que les présentatifs, tels que les différentes catégories de plats, l'entrée, le plat, le dessert, etc., l'amuse-bouche, et puis des noms de plats. Alors évidemment, c'est très lié au type de gastronomie qu'on présente dans ce restaurant. Mais si on a affaire à des apprenants qui se destinent à aller dans un pays déjà identifié, on pourra focaliser sur les noms de plats de ce pays. En revanche, si on est dans une intervention de type français spécifique, imaginons qu'on intervienne auprès d'un public de serveurs dans un restaurant de la capitale du pays non francophone où nous nous trouvons. Eh bien, nous allons travailler naturellement avec le menu du restaurant dans lequel travaillent nos apprenants. Et on n'aura pas de choucroute, ni de bouillabaisse, ni de phare breton. On aura peut-être des plats de la gastronomie cubaine si on est à Cuba, de la gastronomie brésilienne si on est au Brésil, vietnamienne si on est au Vietnam, etc. Mais on va quand même apporter à nos apprenants les éléments langagiers pour présenter et décrire ces différents plats en termes d'ingrédients, en termes de mode de cuisson. Est-ce que c'est grillé? Est-ce que c'est bouilli? Est-ce que c'est frit, etc. En termes de mode de préparation, là aussi, on va leur apporter les éléments nécessaires pour qu'ils puissent, à minima ou à maxima, présenter les plats de leur restaurant. Voilà, c'était juste cette petite illustration. Vous pourrez y revenir en revisionnant cette présentation, ce webinaire. Lorsqu'on parle de structuration d'une tâche professionnelle qu'on subdivise en savoir-faire langagier, d'une structuration par thème ou d'une structuration chronologique, etc., on va en fait présenter notre programme sous la forme qui est schématisée ici, d'un module
qui inclut un certain nombre de séquences, chacune de ces séquences étant composée d'un certain nombre de séances. Ici, dans ce schéma, on voit que la séance, c'est l'unité minimale de notre programme. La séance, c'est le temps, la leçon, le temps de cours en classe. C'est les 45 minutes du cours de français ou les 1h30 du cours de français. Là, ça varie d'une institution à l'autre. Mais chacune de ces séances peut être structurée d'une manière proche. Dans les webinaires à venir des semaines qui viennent, on va entrer très précisément dans l'intérieur des séances et leur organisation, leur structuration. Pour l'instant, restons au niveau de la séance comme une unité minimale. Plusieurs séances permettent de travailler plusieurs savoir-faire langagiers qui, ensemble, concourent à réaliser une tâche de communication professionnelle. Dans notre esprit, une séquence de cours, c'est-à-dire une suite logique organisée de plusieurs séances, permet d'apporter à l'apprenant la capacité langagière de réaliser une tâche de communication professionnelle prédéterminée. Dans notre esprit, une séquence permet d'apprendre à réaliser une tâche de communication professionnelle, tandis qu'une séance permet d'apprendre un ou plusieurs savoir-faire langagiers. Et le module regroupe plusieurs séquences et est attaché peut-être à un thème ou peut-être à une phase chronologique selon la structuration qu'on aura choisie. À quoi va ressembler notre programme si on rentre un peu dans sa présentation schématique? Voilà, ce que je viens de vous dire, on va le retrouver dans un tableau de ce type. Encore une fois, c'est juste une proposition que nous faisons. Chacun fait ce qui lui plaît et tel qu'il l'entend. Mais voilà, un extrait d'un programme organisé en différentes séquences. Ici, 3 séquences. Chaque séquence renvoyant un certain nombre de séances qui peut varier. La séquence 1 peut avoir 3 séances. La séquence 2 peut n'avoir qu'une seule séance. La séquence 3 peut avoir 7 séances. Tout dépend de l'importance de la tâche de communication à laquelle on doit préparer nos apprenants, de sa complexité, du nombre de ses composantes. Pour chacune des séances, on va travailler donc un ou peut-être 2 savoir-faire langagiers identifiés. Associés à ces savoir-faire langagiers, nécessaires pour réaliser ces savoir-faire langagiers, on a répertorié un certain nombre d'outils langagiers. Encore une fois, des points de grammaire, des points de vocabulaire, des points de connecteurs logiques, chronologiques, etc., des aspects de phonétique, ce genre de choses. Ce sont les outils qu'on va travailler pendant la séance et dont on va équiper nos apprenants pour leur permettre de réaliser les savoir-faire langagiers que nous nous sommes donnés comme objectif. On aura un certain nombre de documents supports qu'on va utiliser pendant la séance pour faire agir nos apprenants, les faire réfléchir, les faire produire également. Et puis, peut-être ou pas, ça dépend des cas, un ou plusieurs repères professionnels, culturels ou interculturels à faire acquérir dans le cours de cette séance. Je vais vous montrer un exemple juste après avoir parlé de ceci. Alors, bon, ok, on a ici l'exemple dont je parlais, un peu illustré autour d'une situation, d'une tâche de communication qui serait celle de vendre un produit, au sens de prendre en charge le client et répondre à ses besoins avec un produit adéquat. Eh bien, on a ici 3 séances organisées chacune autour d'un thème, ou plutôt d'une étape clé de la prise en charge du client, à savoir l'accueil, la présentation
d'un produit et le discours de conviction, hein, qui vise à convaincre le client de choisir tel ou tel produit. Et on voit que derrière, dans chacune de ces séances, on a un certain nombre de savoir-faire langagiers qui sont envisagés. Et pour chacun de ces savoir-faire langagiers, un certain nombre d'outils qu'il sera nécessaire de voir en classe. Des documents sur lesquels on va s'appuyer pour faire la classe, et puis des repères sociaux, professionnels, interculturels, culturels, interculturels, tels que les étapes de la vente dont je vous parlais tout à l'heure, ou lorsqu'il s'agit de présenter et de convaincre en présentant les avantages d'un produit, eh bien, il y a des éléments verbaux, mais également des éléments non verbaux qui participent à la qualité professionnelle d'un vendeur, par exemple, et qu'on pourra travailler en tant que tel avec nos apprenants. Je reviens à la diapositive que j'avais survolée rapidement pour dire que lorsqu'on est à ce stade de la programmation, lorsqu'on est en train de choisir et d'identifier les outils qu'on va travailler dans notre programme, bien entendu, comme l'a dit Dominique au début de sa présentation, on doit faire avec les contraintes qui s'imposent en termes de temps. Ce qu'on peut faire en 45 minutes, ce qu'on peut faire en 1h30, ce n'est pas la même chose. En termes de niveau de langue, si on a affaire à des apprenants de niveau A2, débutant complet ou B2, on ne va pas choisir de traiter les choses de la même manière. Mais on a toujours une certaine latitude, quel que soit le temps dévolu, quel que soit le niveau de nos apprenants, pour enseigner à faire quelque chose, on a presque toujours le choix dans un continuum qui va de la formule type, de l'expression unique, passe-partout, jusqu'à la phrase qui est inédite et que notre apprenant a entièrement construite de A à Z parce qu'il a tous les moyens nécessaires pour construire une phrase, utiliser des termes adéquats dans une situation très particulière. Mais selon le temps dont on dispose, selon le niveau des apprenants auxquels on a affaire, selon les exigences de la situation, on pourra choisir à chaque fois entre une simple expression qui est apprise par cœur et utilisée telle qu'elle, et toutes les intermédiaires jusqu'à l'élaboration autonome parce qu'on aura apporté à l'apprenant les structures grammaticales complexes et on les lui aura fait apprendre et maîtriser, des structures lexicales riches, variées, précises. On aura beaucoup travaillé avec lui les différents aspects discursifs, de sorte qu'il sera très autonome et capable de créer du discours parfaitement adapté à la situation. Bien entendu, a priori, c'est plutôt pour un niveau intermédiaire et expérimenté. Mais ce que nous voulons dire, c'est que même avec des niveaux débutants A1, A2 évidemment, on peut faire du français professionnel efficace sans avoir un grand bagage linguistique en termes de compétences grammaticales ou compétences lexicales, si on sait choisir les moyens langagiers, les formules, les expressions types, les phrases toutes faites qui fonctionnent dans la majorité des cas dans une interaction professionnelle. Je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Je donne la main à Dominique pour donner quelques exemples de programmes selon les différentes structurations dont elle parlait tout à l'heure. Oui, merci François. Donc, je vous le disais tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu de Parlons Mode. Alors, donc, j'ai coécrit avec Malika Belghazi et Marie-Pierre Buisson. Pourquoi? Parce que c'est un programme thématique et aussi parce qu'on s'est à un moment vraiment posé la question de comment organiser les contenus d'un programme de mode. Il n'y en avait pas sur le marché, donc il n'y avait pas de copier-coller possible ou d'aspiration possible. Et donc, nous avons finalement opté pour des contenus de manière
thématique. Comme nous le disait l'éditeur, si nous ne visions que des stylistes, c'était une possibilité et on revoyait toutes les tâches du styliste. On était effectivement dans une structuration de compétences, mais comme je vous le disais, il y a des contraintes et nous avions en tout cas la contrainte d'un éditeur qui évidemment, et c'est normal, veut s'y retrouver commercialement. Et là, si on ne visait que styliste, on était vraiment trop dans du fausse et donc dans une niche, ce qui n'est pas intéressant, encore une fois, commercialement. Donc, on s'est dit, on va aller vers un français de la mode plus large, plus thématique. Et la question, c'était, eh bien, que fait un styliste et comment on va faire pour que les tâches du styliste s'ouvrent au maximum. Et on sait à la collection créateur qui est universelle, qui se fait partout. Et grâce à ça, on a pu avoir donc un premier module sur l'univers du créateur, l'inspiration, etc., les tendances, le vêtement phare de ce styliste. Et ça nous a permis, vous voyez, de mettre que de faire, par exemple, un module sur les couleurs, un module sur les matières, ce qui aurait été finalement très, très ennuyeux. Donc voilà un exemple de programmation thématique avec, vous voyez, à la fin, un point culture qui permet peut-être, parce que ça, on parlait d'enquêtes dans l'épisode 2 que j'ai animé, eh bien les enquêtes sur le terrain nous ont montré qu'il était fondamental pour de futurs stylistes et étudiants en mode de connaître davantage l'histoire de la mode. Donc on a décidé de faire un point culture vraiment axé sur l'histoire de la mode. Donc voilà un premier programme. Un second que nous voulions vous montrer également sur les téléopérateurs. Donc un programme détaillé qui a été fait dans le cadre d'un DIFOS par Yolanda de las Salas. Alors très très différent et vous allez voir qu'on mixe vraiment ici la structuration par compétences et également la structuration chronologique. Donc si on regarde dans sa séquence 1, elle a commencé par, de manière très logique, recevoir des appels, valider le besoin et conseiller. Donc, le téléopérateur va devoir se présenter au téléphone, questionner sur l'objet de l'appel. Il va ensuite devoir comprendre quel est le besoin ou le problème de la personne qui l'appelle. Et puis en séance 3, il va conseiller. Donc tout ça, c'est la première séquence. Et puis la deuxième séquence, eh ben, maintenant qu'il connaît le problème, on va dire, de son client, il va peut-être pouvoir lui présenter un produit ou un nouveau produit, lui présenter un service et informer le client de manière plus générale. J'ai l'impression qu'on a perdu Dominique. François. Je crois qu'il y a eu un problème de connexion. Ça y est, je pense que c'est reviens. bon. Je reviens et je cède de toute façon la parole à François qui va terminer cette présentation par en nous présentant plutôt une séquence, le détail d'une séquence. Voilà, François, je te laisse la parole pour finir. Merci Dominique. Oui, est-ce que c'est le bon... Ah zut, j'ai appuyé trop vite sur le bouton. Voilà, je reviens donc voilà à cet exemple de séquence autour de l'organisation et de l'animation d'une réunion, par exemple. Donc là, on est dans le français des affaires des plus classiques, où on voit qu'on a une structuration chronologique qui suit l'ordre logique des étapes de cette action qu'est l'organisation et l'animation d'une réunion, de la rédaction de l'ordre du jour
à la rédaction du compte-rendu de réunion, en passant par les invitations, les convocations, l'animation de la réunion en tant qu'animateur ou en tant que simple participant, par exemple. Et voilà, chacune des séances renvoie à un nombre limité de savoir-faire langagier qui eux-mêmes s'appuient, se font réaliser par les locuteurs, par les apprenants, en utilisant un nombre très limité, très défini d'outils, grammaticaux, lexicaux, discursifs, outils phonétiques le cas échéant. Et puis, ce qui importe, peut-être que on y reviendra sans doute dans les webinaires qui viennent, mais je voulais dire que ce qui importe lorsqu'on définit les outils langagiers, c'est véritablement chercher l'efficacité, c'est-à-dire chercher la structure, le champ lexical, le groupe de mots qui rendent efficace, qui permettent de faire. Et l'entrée, c'est bien ce qui est nécessaire pour faire, pour réaliser tel ou tel savoir-faire langagier. Ce n'est pas l'entrée linguistique, grammaticale, voilà. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire de faire de la grammaire ou du vocabulaire dans la séance. Il est nécessaire d'apporter les outils qui permettent de réaliser tel ou tel savoir-faire langagier. D'accord? Donc, dans les outils langagiers, on va trouver des éléments grammaticaux, mais pas toujours. Des éléments lexicaux, mais pas toujours. Des éléments discursifs, mais pas toujours. Des éléments phonétiques, mais pas toujours. Tout dépend du savoir-faire qu'on a à développer. Et puis, ça dépend également de notre progression, parce que, évidemment, lorsqu'on a travaillé un outil dans une séance 3, il est très probable qu'on ait à nouveau besoin de cet outil dans une séance 5. Ce qu'on aura fait comme travail en séance 3, on n'a plus à le faire en séance 5. Éventuellement, on ne va pas travailler cet outil-là en tant que tel, on va simplement l'utiliser en séance 5. Ou bien, on va travailler cet outil en séance 5, alors qu'on a déjà travaillé en séance 3, mais cette fois-ci, en étendant le répertoire, en découvrant de nouvelles fonctions liées à cette expression, par exemple. Donc l'idée de progression, elle va apparaître, bien entendu, dans l'ordre dans lequel on présente des outils et puis la, la profondeur à laquelle on va descendre dans la présentation, l'exploitation de cet outil. En allant, évidemment, comme toujours, du plus immédiat au plus lointain, du plus urgent au moins urgent, comme le disait tout à l'heure Dominique, du plus simple au plus complexe. Voilà, cette illustration, encore une fois, chacune et chacun d'entre vous pourra y revenir en revisionnant cette présentation. Et maintenant, je pense qu'on va passer à la séance de questions-réponses. Tout à fait. Un grand merci pour votre attention. Tout à fait, François. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Dominique. Alors, pour l'instant, vous avez été extrêmement clair parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je dirais même, voire pas du tout. Il y en a une. Alors, une question de Diarova. Bonjour, je m'intéresse aux sources utilisées et plus concrètement aux différents types de contrats et de formulaires dans le domaine du droit français. Alors, effectivement, là, on n'est pas dans le français juridique, on est plutôt dans le français des affaires ou dans le français de la mode. Je ne sais pas si vous allez pouvoir apporter une réponse. C'est-à-dire que, alors c'est pas tout à fait, je dirais peut-être l'objet de ce webinaire
webinaire-là, peut-être il faudrait faire référence à celui de Meryl qui portait sur les ressources justement, hein, et où trouver les documents supports, les documents authentiques ou les documents à partir desquels on peut monter son programme. Je ne sais pas, François, ce que tu peux toi en dire? Oui, enfin, je reprendrai effectivement des éléments qu'avait donné Meryl lors de son webinaire, à savoir les sources de documents authentiques intéressantes en français juridique. Elles seront peut-être auprès des chambres de commerce, elles seront peut-être auprès des universités de droit, des écoles de droit francophones. Euh, Elles seront, alors après, tout dépend de la situation dans laquelle on est, mais si cette collègue intervient auprès d'un cabinet d'avocats d'affaires ou de ce genre de choses, eh bien, le cabinet lui-même peut être une ressource intéressante ou un point de contact avec des ressources en français. Alors Meryl vient de nous envoyer un lien Super. sur justement pour aller chercher des documents authentiques. Bravo. Je pense que c'est le webinaire qu'elle avait présenté il y a quelque temps. Merci beaucoup, Meryl. Parfait. Alors, tout le monde est tout à fait, répond-elle. Tout le monde est content, que tout était très clair. Je vous dis, vous étiez parfait. Vous étiez parfait, il n'y a pas de question. C'est incroyable. Le binôme fonctionne à merveille. Alors, une petite suggestion de Marina qui indique que les tribunaux aussi peuvent être une bonne source. Oui. Bien sûr. Alors, écoutez, si vous avez été très clair et qu'il n'y a pas de questions, nous allons bientôt nous quitter. Mais avant de nous quitter, je vais vous rappeler donc que le prochain webinaire sera consacré à la présentation d'un outil qui s'appelle Prep My Future. Il suffit de vous inscrire sur notre site et pour notre part, pour la formation, vous retrouverez le 2 juin Amandine Diogo qui vous présentera, attention le titre, saurez-vous reconstituer le puzzle de l'unité didactique? Alors ça, c'est une sacrée question. On vous attend tous donc le 2 juin pour commencer à faire ce puzzle de l'unité didactique. Vous êtes bien sûr les bienvenus et vous aurez le même moyen d'inscription directement sur notre site. Oui, François, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je vois qu'une de nos collègues, Supriya Pandey, est intervenue pour poser une question. Et je crois que c'est quelqu'un qui est déjà proche de nous grâce à notre collègue Harry. Oui. Voilà, donc c'est quelqu'un de très proche. Et elle pose la question de la progression si on ne s'appuie pas sur les outils langagiers. Alors peut-être que je me suis mal exprimé en disant que il y avait ou pas des outils langagiers associés à des savoir-faire langagiers et donc qu'on va avoir plus ou moins d'outils à présenter dans la séance. Je pense qu'il y a toujours des outils langagiers à présenter et à enseigner dans une séance de français professionnel. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement toujours de la grammaire et du vocabulaire et du discursif et de la phonétique, comme dans un cours de méthode. Mais lorsqu'on crée soi-même son programme, on choisit de mettre les outils nécessaires et seulement ces outils-là. Et on n'est pas obligé d'ajouter du vocabulaire s'il n'y avait pas nécessité à mettre du vocabulaire ce jour-là dans cette séance-là. En revanche, c'est probablement d'abord au niveau de ces outils, qu'ils soient encore une fois linguistiques, discursifs ou autres, que la progression sera la plus évidente. Mais la structuration dont nous parlait Dominique tout à l'heure est aussi une forme de progression. C'est une progression thématique, c'est une progression dans le sens et dans l'accession au sens et dans la découverte de cet univers qui est
le français juridique ou le français des serveurs de restaurant. Donc, il y a plusieurs types de progression. La progression qu'on envisage le plus immédiatement, c'est-à-dire la progression linguistique, oui, elle va transparaître dans notre programme. Il faudra, d'une certaine manière, la respecter autant que faire se peut, mais ce n'est pas un principe absolu. Et la progression dans la découverte du sens, la progression dans les différents outils, dans l'appropriation successive des différents outils qui vont nous permettre d'agir effectivement dans une situation professionnelle pré-identifiée, cette progression-là du sens, elle est, à mon avis, première par rapport à une progression purement linguistique. Mais peut-être que Dominique n'est pas du même avis. Si. Mais j'allais peut-être compléter en disant, on en avait parlé, François, que par exemple, on peut aussi essayer de repérer, par exemple dans les thèmes, essayer de repérer vraiment, de faire une analyse de discours des différents supports que nous avons, de manière à vraiment essayer, autant que faire se peut, de les placer dans une progression un petit peu logique. Nous, pour Parlons Mode, on s'est dit, bon, où est-ce qu'il y a un futur, où est-ce qu'il y a du futur simple, où est-ce qu'il y a du passé composé, et où est-ce qu'il y a le subjonctif, de manière à placer, vous voyez, nos différents modules, en faisant en sorte que ce soit une progression logique, qu'on ne commence pas par le subjonctif pour finir par le futur simple. Voilà, donc on a le passé composé, on s'est dit, tiens, quand on parle de l'inspiration, je me suis inspirée d'eux, j'avais vu dans la rue, j'avais vu dans les tendances, ah, on est dans le passé composé, et puis après le modéliste qui va dire, le couturier, le styliste qui va dire à son modéliste, il faudrait que vous mettiez le chapeau comme ça, que vous fassiez une petite retouche ici. Là, on est dans le subjonctif. Donc, on a aussi travaillé de cette manière pour, voilà, il faut faire une analyse des discours pour aussi bien mettre la progression en place. Absolument. Mais ce que tu précises, ce que tu montres comme exemple, c'est réellement qu'il y a donc une progression réfléchie par le programmateur que vous êtes. Oui. Mais vous avez quand même, mais ce qui vient quand même là devant, c'est que vous avez choisi le futur simple, le subjonctif ou le passé composé parce que ces temps-là sont nécessaires pour réaliser les savoir-faire langagiers qui sont mis en œuvre dans les situations que vous avez pré-identifiées. Et vous n'êtes pas allé chercher force du tout le plus que parfait, le passé simple, je sais quel temps, sous prétexte que au niveau A2, au niveau B1, il faudrait l'avoir vu. Ce qui est premier, c'est la nécessité en situation professionnelle. Tout à fait d'accord, François. Et pour conclure là-dessus, effectivement, quand l'éditeur nous a dit « Ah, mais vous n'avez pas vu l'imparfait », non, parce que l'imparfait n'est pas utilisé par le styliste, eh ben, on va mettre une petite note. Voici le passé composé, mais vous pouvez aussi vous exprimer au passé avec l'imparfait. Voilà, c'était effectivement. Okay. Parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bien, merci. Quand on commence avec François, on ne peut plus l'arrêter. C'était vraiment extraordinaire. Merci à vous, Messi, mais tu étais très clair. Tout le monde était ravi de ce webinaire. Bravo à vous. Un grand merci à tous et à toutes de votre participation. Donc, j'espère que nous allons vous retrouver prochainement à un nouveau rendez-vous du Français des Affaires. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Merci Anne. Merci à tous. Au revoir.